Étienne a déjà spoilé, Philippe Delmas, effectivement, est notre pardon. premier invité. J'étais un peu... Merci. Tout va bien. Effectivement, il a souligné, c'était sans doute un des esprits les plus brillants et je suis complètement d'accord avec lui pour avoir lu le livre qu'il vient de publier. Il va être notre invité. Le titre de son livre, c'est La Tech, un pouvoir implacable et doux. Et on parlait tout à l'heure de futura mythologie. Effectivement, la question de la tech, la question de l'innovation demande à être très sérieusement réévaluée ou en tout cas interrogée. Je vous demande d'accueillir Philippe Delmas. J'ai la surprise aussi. À gauche ou à droite? À droite. Bonjour, je vous en prie. On vous voit bien. Quelques mots de présentation. Vous êtes ancien vice-président d'Airbus, en charge de la stratégie. Vous dirigez aujourd'hui un cabinet de conseil en stratégie industrielle. Vous êtes aussi entrepreneur, puisque vous êtes investisseur dans 5 startups. Et donc, auteur de cet essai qu'on vient d'évoquer, Un pouvoir implacable et doux. Vous êtes aussi docteur en économie et vous vous interrogez précisément, vous partagez avec nous ce soir vos interrogations, ce que nous apporte, ce que nous a apporté, ce que nous a enlevé aussi peut-être la révolution numérique. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, le thème qu'on m'a donné est un thème que j'ai trouvé très original et qui n'est pas exactement le sens de mes réflexions, qui était de transformer et diriger une entreprise à l'ère numérique. Alors, je ne suis pas conseil en management et encore moins en transformation digitale. D'ailleurs, j'aurais du mal parce que je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point les technologies numériques sont productrices de modes et de fables. C'est absolument étonnant depuis le début. Si vous vous souvenez de l'époque des PC, puis des portables, puis des robots, puis des réseaux, puis d'Internet, puis des réseaux sociaux, récemment de l'intelligence artificielle, vous avez tout d'un coup des espèces de prophètes qui vous expliquent que le monde va changer totalement grâce à cette technologie. Il y a 20 ans, il y avait Jeremy Rifkin qui vous annonçait la fin du travail. Il y a 10 ans, il y avait un économiste américain, Clayton Anderson, qui expliquait que la disruption allait remodeler entièrement l'économie. Et je déteste la futurologie. Je déteste ça. Pour une raison simple, c'est que le taux d'erreur de la futurologie est assez constant et égal à 100%. Et d'ailleurs, ça m'a toujours fait beaucoup rire, mais le fonds d'investissement créé par Clayton Anderson sur le modèle de la disruption a fait faillite au bout de 2 ans. Moi, je m'intéresse au présent et à sa racine directe, c'est-à-dire le passé immédiat. La tech a 50 ans. Je suis assez surpris que cette année, on n'ait pas du tout fêté son anniversaire et on n'a fêté que l'autre. Alors c'est vrai, en juillet 1969, l'homme a marché sur la Lune. C'est l'apothéose de la révolution industrielle. Il n'y avait pas un poil de microélectronique dans la mission Apollo. Donc c'est l'apothéose de ce que la révolution industrielle, commencée au milieu du 19e siècle, a pu produire en matière de chimie, de métallurgie, d'électromécanique, d'électricité, de tout ce que vous voulez. Mais en septembre 1969 est sorti le premier prototype de puce mémoire. Et en octobre 1969, une obscure compagnie créée par 3 gars venant d'une boîte d'équipement électronique appelée Intel a sorti le premier prototype de microprocesseur. La révolution numérique a commencé à ce moment-là. Et ce que j'appelle la tech, c'est tout ce que l'électronique a produit depuis ce demi-siècle en matière d'équipement, en matière de logiciels, de toutes les applications, de tout ce qui va avec. Nous avons un demi-siècle de recul pour juger de ce que cela nous a fait. Et le travail qui me vaut l'honneur d'être devant vous ce soir, c'est poser cette question-là toute simple, qui est de dire un siècle de révolution industrielle nous ont donné, en tout cas dans nos pays, la prospérité et la démocratie. Un demi-siècle de révolution numérique, depuis les débuts de l'électronique, qu'est-ce que ça nous a donné ? Et je me suis posé, grâce au privilège d'être invité ici ce soir, la question, ce que je vais essayer de développer pour vous, du point de vue des dirigeants d'entreprise. Qu'est-ce que ça signifie le numérique ? Et à quel point c'est différent ? Le premier, le plus puissant constat qu'on peut tirer de
50 ans de révolution numérique, et encore une fois, on pourrait dire révolution électronique, parce que le support fondamental reste celui-ci, c'est que la tech est quelque chose de différent. La tech n'est pas la poursuite du progrès technique entamé par la révolution industrielle. Elle a une économie qui est complètement différente. Pour vous prendre une comparaison en termes scolaires, la révolution industrielle, c'est un système d'examen. Vous avez des élèves brillants qui sont reçus avec les félicitations du jury, vous avez l'essentiel des élèves qui sont des élèves moyens, et puis vous avez des mauvais élèves. Et tout ça fait une classique courbe de Gauss avec au centre, pour l'essentiel, la grande masse de la plupart des élèves dans le système scolaire, des entreprises dans l'économie et des citoyens dans les pays. Et nos sociétés sont conçues, basées, installées sur ce socle de citoyens ayant des revenus moyens, d'entreprises ayant des performances moyennes, d'élèves ayant des résultats moyens, et qui arrivent néanmoins à avoir des vies tout à fait convenables. C'est la réussite de ce que nous avons bâti pendant ce siècle. Passer de la révolution industrielle à la révolution numérique, c'est passer du système d'examen au système de concours. Dans la tech, vous êtes gagnant ou vous êtes perdant. Vous êtes reçu ou vous êtes recalé. Comme dit un économiste américain, Tyler Cowen, average is over. Pour nos sociétés, l'impact est colossal. Ça n'est pas mon sujet ce soir, mais c'est le cœur de ma réflexion dans ce livre. C'est que l'économie de nos sociétés, l'équilibre de nos sociétés a été conçu pour amener à un niveau de vie convenable et à un degré de liberté aussi étendu que possible la quasi-totalité de nos concitoyens. Et ceci est totalement remis en cause par la tech, parce qu'elle est en train de miner le pacte moral et économique qui est sous-jacent à la stabilité de nos sociétés, qui est que chacun de nous peut espérer mieux demain pour lui-même et pour ses enfants, et que la richesse créée est partagée au moins jusqu'à un certain point. Il y a des plus riches et il y a des moins riches, mais il y a quand même un certain partage. La tech est en train de mettre fin à cela, non pas parce qu'elle bénéficie de politiques libérales échevelées à travers le monde. L'impact de la tech se constate dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement, quel que soit leur régime politique. Ça résulte de la nature même de la tech. La tech est spontanément et radicalement inégalitaire. Et ceci se constate, j'en viens à mon cœur de cible aujourd'hui, directement dans les entreprises. Une des choses les plus impressionnantes qui se passe depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis que la tech est devenue véritablement un facteur qui a des conséquences macroéconomiques. Pour les entreprises, elle aboutit à une division du monde en deux. Vous avez d'un côté ce que j'appelle les leaders, et pour prendre un critère qui est probablement un des critères les plus pertinents pour juger dans la durée de la performance des entreprises, la productivité, donc la productivité par salarié ou par heure travaillée. Et les leaders, ce sont le top 5, 10, 15, 20%, même si vous voulez, ça marche aussi bien. Et puis tous les autres. Et il y a une césure radicale, désormais, entre ces deux groupes qui divergent de plus en plus. Ceci est documenté par des études sur des milliers d'entreprises, dans des dizaines de pays, sur plus de 10 ans. Pour vous donner une image en synthèse de l'écart entre les deux, si vous faites partir sur une même ligne une entreprise qui représente la moyenne des leaders et une entreprise qui représente la moyenne des autres, au bout de 10 ans, le leader aura une productivité de 30% supérieure s'il est dans l'industrie et de 50% supérieure s'il est dans les services. C'est un écart énorme. Les technologies de la révolution industrielle n'ont jamais engendré des écarts de cette dimension-là et de cette stabilité-là. Et non seulement les écarts sont énormes, mais en plus, ils sont cumulatifs. Plus vous maîtrisez la tech, mieux vous l'absorbez, et mieux vous l'absorbez, plus rapidement vous la mettez en œuvre. Une mesure très simple de ça, c'est que le groupe des leaders est de plus en plus stable. Au tournant du siècle, en 2000, la moitié des leaders étaient déjà des leaders 2 ans plus tôt. En 2015, c'est les 2 tiers. On est vraiment dans une logique de concours.
les gagnants sont les gagnants et les autres sont les autres. Les uns sont dedans, les autres sont dehors. Et ceci se traduit d'une façon qui est très spectaculaire dans le décrochage de la rentabilité des uns et des autres. Si vous prenez l'ensemble des sociétés cotées américaines, hors secteur financier qui a des logiques un peu particulières, l'écart entre et vous comparez la rentabilité du capital. Le top 10% des entreprises cotées américaines avait un écart en gros de 1 à 3 avec la moyenne des entreprises cotées. Et cet écart est resté stable du début des années 60 au milieu des années 80. Il n'a pratiquement pas bougé. Et le milieu des années 80, c'est le moment où la tech commence à avoir des effets macroéconomiques sur les entreprises. Et dans les 15 ans qui suivent, cet écart double. Et je ne vais pas vous bassiner avec les détails, mais il est tout à fait montrable que ceci résulte pratiquement uniquement de la tech. Ça aurait pourtant pu résulter de beaucoup d'autres choses. Par exemple, on aurait pu imaginer que les entreprises les plus performantes aient la capacité à augmenter davantage leur prix, à être plus rentables, et ainsi de suite. Si, et de nombreuses études l'ont fait, si vous corrigez de ce genre de facteurs, l'écart demeure. On aurait pu aussi imaginer que les leaders soient surtout, et c'était le cas dans les industries traditionnelles, notamment dans les années 60-70, on aurait pu imaginer que ce soit des entreprises qui aient avant tout un très gros effort d'investissement ou un très gros effort de recherche. Or, en fait, ce n'est pas le cas. En particulier, il y a une énorme étude faite par McKinsey, publiée au début de l'année dernière, début 2018, et qui porte sur 6000 grandes entreprises. C'est un énorme échantillon mondial, et qui sont classées par création de valeur. Et la question que posait McKinsey, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre les leaders de la création de valeur, donc le top 10%, et ceux, alors c'est quand même des grandes entreprises, mais ceux qui sont au fond du panier, donc les derniers 10%. Et là, surprise, le dernier 10% ne fait pas moins d'investissement que le top 10% et ne fait pas moins de recherche que le top 10%. La vraie différence entre les leaders et les derniers, c'est la capacité à transformer des outils, qui sont principalement ceux de la tech, en création de richesse. Vous pouvez avoir des degrés de modernité similaires qui aboutissent à des capacités d'efficacité et de création de richesse extraordinairement différentes. La conclusion qui est très profonde pour nos entreprises, c'est que d'un côté, il est montrable, et de façon vraiment écrasante, que la tech est le moteur de la performance des leaders. Et le moteur, je le dis, au singulier. Mais ce n'est pas d'abord par un niveau d'investissement ou par un niveau de recherche que ce moteur s'exprime, c'est d'abord par la qualité de sa mise en œuvre. Ce qui fait véritablement la différence, c'est l'efficacité de la mise en œuvre de la tech, pas son niveau de performance absolue. Il y a eu de très très belles études aux États-Unis sur ce sujet dans des secteurs extrêmement différents qui comparaient des entreprises de la même taille, dans les mêmes métiers, ayant un niveau d'équipement comparable du même âge. Et les études travaillaient aussi à supprimer tous les facteurs de différence. La seule chose qui restait, c'était les différences d'organisation. Ceci seul suffit à produire des écarts de productivité de l'ordre du simple au double. Et ce qui est intéressant, c'est que l'économie de la tech est universelle. Elle s'applique dans tous les pays et elle s'applique dans tous les secteurs. Ce n'est pas une question de niveau de développement, ce n'est pas une question d'être un secteur de pointe ou pas. En réalité, quand vous regardez l'impact macroéconomique dans un grand pays de la tech sur la productivité du pays, résulte pour les 3/4 de l'effet qu'a la tech sur les secteurs traditionnels et pas de l'effet de traction des grands secteurs de pointe. Ce sont les outils de la tech qui ont permis, pour prendre un secteur que je connais bien, au transport aérien, d'augmenter d'1/3 le remplissage des avions entre la fin des années 90 et la fin des années 2000. Et ceci est dû uniquement à une gestion plus intelligente des réservations, à une optimisation du trafic, à une optimisation de la taille des avions. De la même façon, un métier ultra traditionnel
comme le routage, UPS. UPS, c'est des camions sur les routes qui livrent des colis. A priori, c'est pas très très fancy. UPS a claqué 300 millions de dollars pour développer un logiciel d'optimisation des trajets de ses livreurs. 300 millions. Et la première année, ça a été une catastrophe totale, parce que les livreurs étaient persuadés que le logiciel faisait n'importe quoi, et donc revenaient à leurs trajets initiaux. Donc, il a fallu que UPS reforme ses livreurs, ils les instruisent quand même de suivre exactement ce que le logiciel faisait. Le logiciel économise à UPS 400 millions de dollars par an en carburant, tout en offrant des services beaucoup plus compliqués, comme par exemple la livraison des produits frais ou la possibilité de changer les heures de livraison jusqu'à la veille au soir. Donc c'est extraordinairement puissant partout. Et réciproquement, les difficultés sont les mêmes partout. La mise en œuvre de la tech est un truc compliqué. Quand vous regardez sur 30 ans, un peu plus même, 40 ans d'expérience de mise en œuvre dans les entreprises des grands projets d'IT, le taux d'échec est absolument phénoménal. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est sur 2015-2018, dans un secteur comme le transport aérien, il n'y a que 40% des projets d'IT qui sont des succès, c'est-à-dire qui sont on time, on budget et on spec. Donc, hein, et les 60%, ça déconne par un bout ou par un autre, si vous me pardonnez l'expression. C'est la même chose dans une industrie qu'on aurait pu imaginer particulièrement performante, puisqu'elle est consubstantielle à la tech, le développement de logiciels. Taux de réussite moyen, à peine 40%. Même une industrie qui est probablement aujourd'hui dans le monde l'industrie la plus mature dans l'utilisation de ces outils, qui est la grande distribution, le taux d'échec reste de l'ordre de 40%. Le taux de réussite est de l'ordre de 60%, ce qui est déjà mieux, mais c'est récent. Ces taux de réussite déjà pas très élevés ont doublé en 20 ans. C'est vous dire qu'on part d'extrêmement loin. Et ça raconte quelque chose d'extrêmement intéressant pour la vie quotidienne des entreprises. La tech est un outil extraordinaire d'efficacité, extraordinaire. D'où ce clivage entre les leaders et les autres, ceux qui arrivent à la maîtriser et ceux qui n'y arrivent pas complètement. Mais à une condition, une seule, mais qui est impérative, c'est que l'organisation de l'entreprise s'y adapte entièrement. La logique du concours. Vous jouez dedans ou vous êtes dehors. Mais la conséquence pratique que ça, c'est que le facteur déterminant du succès d'une entreprise dans l'ère numérique, c'est la qualité du management. Avant la technologie, ce sont les bons hommes qui comptent. Parce que les outils, ils sont relativement standards, vous les trouvez partout. Le déterminant clé de la compétitivité d'une entreprise à l'époque du numérique, en raison de la nature des outils de la tech, c'est la qualité du management. Parce que la qualité de l'organisation est le déterminant de la performance des entreprises. Ce n'est pas les outils qui sont déterminants. Tout le monde est sur Excel, tout le monde est sur la suite Office, tout le monde utilise Google, tout le monde utilise à peu près les 2 ou 3 mêmes logiciels de gestion de projet, de gestion de clients, de gestion de stock, etc., etc. La gamme d'outils est vaste dans sa diversité, relativement resserrée dans ses fournisseurs. C'est des industries très très concentrées. Ce qui fait la différence, c'est la qualité de l'organisation, c'est la qualité du management. Parce que la modernisation que la tech réclame est extrêmement exigeante, comme je vous le disais. Il ne s'agit pas simplement d'acheter 2 ou 3 logiciels, d'automatiser quelques fonctions, de moderniser aussi ou là. L'efficacité de la tech suppose de réexaminer toutes les organisations, toutes les fonctions, toutes les qualifications. Ça, c'est vraiment nouveau. Il a toujours été vrai, à l'époque de la révolution industrielle, que plus vous investissiez dans des outils modernes, plus ça avait des chances de marcher. Sauf que la révolution industrielle a produit des outils qui étaient des verticales. Vous avez eu l'électrification, le moteur électrique, le réseau électrique. Vous avez eu le téléphone, un truc complètement séparé. Vous pouvez avoir des moteurs électriques dans votre usine et pas avoir le téléphone. Vous avez eu le gaz qui a fourni de la chaleur et de la lumière.
vous avez eu le traitement des eaux, et ainsi de suite. Vous pouviez avoir l'un sans avoir l'autre. Et ça concernait un certain type de fonction dans votre entreprise. Vous pouviez être moderne ici et pas vraiment là. La tech, c'est très différent. Pour deux raisons. La première, c'est que la tech est une. La tech, ça n'est pas un outil, c'est une trame. Parce que, à la fin du fin, ça n'est jamais que des électrons qui se baladent. Donc ce sont des machines qui se parlent toujours les unes aux autres. Donc vous ne pouvez pas vous dire « je vais moderniser ici et pas du tout là ». Ça ne fonctionne pas parce que c'est le même tissu technique. C'est ce qui fait d'ailleurs que vos données se baladent si facilement d'une application à une autre, d'un support à une autre, pour le meilleur et pour le pire. Et l'autre particularité de la tech, c'est que précisément parce qu'elle se diffuse partout, elle exige effectivement que vous vous modernisiez partout. La granularité de la tech est sans fin. Les moteurs électriques, ça ne concernait que la partie production d'énergie dans une usine. Le téléphone, ça ne concernait que la partie communication, et ainsi de suite. La tech, c'est très différent. C'est un tissu qui est partout. Si vous avez une informatique comptable qui marche bien et aucune informatisation propre de votre production ou de vos relations clients, le résultat sera très mauvais. Et c'est d'ailleurs ce que l'on constate, c'est que qu'on parle de pays ou qu'on parle d'entreprise, et encore une fois j'insiste pour dire c'est la même chose, le résultat est le même, vous constatez qu'accumuler des investissements sans réorganisation efficace ne produit à peu près rien. Je vous en donne deux exemples au niveau des pays, qui sont deux exemples qui m'ont énormément frappé. Le premier, c'est une étude de l'OCDE, qui est récente, qui date de 2016, et qui se pose la question de savoir qu'est-ce qui fait encore aujourd'hui l'écart de productivité entre l'économie américaine et les autres grandes économies. Un tiers de l'écart est dû à la meilleure adaptation à la tech des organisations des entreprises américaines. Un tiers de l'écart, c'est énorme macroéconomiquement. Deuxième exemple, la Chine. Voilà un pays qui investit massivement dans les nouvelles technologies, et pour les produire et pour les utiliser. Vous regardez les deux provinces les plus performantes du pays, c'est-à-dire la région de Shanghai et la région de Shenzhen. Vous avez dans ces deux régions une productivité qui est celle de Taïwan au milieu des années, même à la fin des années 70. Donc déjà un certain degré de modernité. Et je prends l'exemple de Taïwan parce que c'est des Chinois. C'est tout pareil. Sauf que la différence, c'est que le capital investi en Chine est 4 fois plus élevé. Donc il y a un gaspillage de ressources absolument phénoménal. Là encore, question d'organisation. Vous ne remplacez pas la qualité d'organisation par le fait de surinvestir dans la technologie. Ça ne sert à rien. Et donc, à l'ère du numérique, parce que les outils sont si puissants, mais ne sont puissants que mis en œuvre très efficacement, et de façon générale, le vrai déterminant de la performance, c'est le management. Et ça, c'est vraiment très difficile. Alors, il y a un des dirigeants du BCG, je vais vous lire ce qu'il a écrit là-dessus, que j'ai trouvé ça absolument formidable. Son boulot, c'est justement de faire des études. Yves Morieux, son boulot, c'est un des vice-présidents du BCG, du Boston Consulting Group, et son boulot, c'est de faire des études d'organisation, ou plutôt d'inorganisation, de grandes boîtes. Et il a notamment, comme moi, il était assez perplexe devant l'énormité de l'effort d'investissement fait par beaucoup d'entreprises ou beaucoup de pays dans les nouvelles technologies et le peu de résultats que ça a en matière de productivité. Et il dit la chose suivante. L'émergence des nouvelles technologies qui devaient accroître la productivité provoque au contraire des embolies en automatisant la complexité. Le nombre de mails envoyés à plus de 10 destinataires a doublé en 10 ans. Nous n'avons toujours pas trouvé la forme d'organisation qui permet de tirer les profits de la révolution numérique. Les entreprises continuent à travailler comme dans les années 60.
quand vous demandez à un PDG quels sont les bénéfices du numérique pour son entreprise, la plupart du temps, il n'a aucune réponse à vous donner. C'est révélateur de la révolution managériale qui reste à faire et qui est le chaînon manquant de la productivité. Et donc, quand je suis tombé là-dessus, j'étais vraiment très frappé parce que voilà un gars qui a une énorme expérience, alors lui vraiment d'analyse de management, et qui tombe exactement sur les mêmes conclusions que moi, qui suis parvenu plutôt par des analyses macroéconomiques. La complexité du monde est une vague croissante et c'est une donnée pour n'importe quel dirigeant d'entreprise. Tout le sujet, c'est de ne pas y rajouter de la complication. Les outils de la tech sont censés apporter au moins une partie de réponse à ce problème. L'ennui, comme le montre cette citation, c'est que la plupart du temps, c'est le contraire. Une des missions les plus difficiles et en même temps les plus importantes, je pense aujourd'hui, du management, des dirigeants d'une entreprise, c'est de veiller de façon quotidienne, à ce que la modernité devienne de l'efficacité. Encore une fois, il ne s'agit pas d'investir pour investir. Si la mise en œuvre et jusque dans le détail de l'organisation et des comportements n'est pas à la hauteur, les outils ne servent à rien. On ne fait pas de la mécanique. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et de ce point de vue-là, les dirigeants ont deux défis très importants. Le premier, c'est que la tech modifie considérablement le management lui-même. La tech est extrêmement décentralisatrice par nature, parce qu'elle permet simplement à des individus de gérer des fonctions considérables sans qu'il y ait nécessairement le besoin d'une organisation avec. Le problème, c'est que la plupart des dirigeants d'entreprise, et spécialement en France, sont des anxieux. Le croisement des deux, c'est que, c'est exactement ce que décrit Yves Barieux, vous aboutissez en même temps que vous constatez la modernisation des entreprises, et je vois ça chez plein de clients, à une multiplication des deux plaies absolues des grandes entreprises, même des entreprises moyennes, qui sont les comités et les process. Le BCG... Je vous interromps, Philippe Delmas. Je vous interromps, Philippe Delmas. Juste dites-nous le deuxième défi. Le premier, le management. Le deuxième, je sais que dans le livre, notamment, vous parlez de démocratie délibérative, par exemple. Non, pas du tout. J'y viens. D'accord. Cela dit, il nous reste peu de temps, donc oui, mais peut-être... si vous m'interrompez, je finis pas. Et là, j'ai presque fini. Bon, alors en 1 minute. Bon, bien interrompu. Le résultat de ça, étude du BCG sur les entreprises françaises, c'est que le temps de management consacré à créer de la valeur, à faire tourner les affaires en France, pour un manager en moyenne, est de 30%. Le reste du temps, c'est de la gestion de process et d'indicateurs de performance dont le nombre a été multiplié par 6 en 15 ans. L'autre grande difficulté, c'est que tout en bas, la tech provoque de tels changements dans les organisations que vous avez des réticences et qui ne sont même pas nécessairement volontaires et conscientes. C'est que simplement les gens ne pensent pas comme ça. Et ça, c'est une difficulté très importante. Et les dirigeants tendent à oublier que le monde est souvent beaucoup plus compliqué vu du bas d'une entreprise que vu d'en haut. Pour terminer, je vais vous faire part de l'expérience de ma vie professionnelle actuelle, où je passe la moitié de mon temps à conseiller des très grands groupes industriels dans des productions très complexes, et de l'autre à aider des startups. Et je suis frappé d'une chose, c'est que les jeunes ne veulent plus aller dans les grands groupes et ils veulent aller dans les startups. Et je me suis demandé pourquoi, et je pense en fait que les deux difficultés que je viens de citer sont une grande partie de la raison. On ne peut pas gérer une boîte, même de taille moyenne, comme une startup. Mais on peut retenir de la vie d'une startup des leçons très simples. C'est que, premièrement, la rareté des moyens dans une startup rend les gens plus créatifs et plus adaptatifs. En particulier, les dirigeants de start-up vont chercher dans la tech les moyens de pallier leur manque de ressources. Et ils achètent des produits du marché plutôt que de développer des machins compliqués. Les dirigeants de la tech ont peu de ressources humaines, donc ils délèguent beaucoup. Et quand j'interroge les équipes des start-up dans lesquelles j'ai investi,
dans lequel il y a des gens qui ont fait des super grandes écoles, qui ont fait HEC, LIX, Normal Sup, qui gagneraient 3 fois plus en étant dans une boîte plus grande. La raison pour laquelle ils sont dans une start-up, c'est qu'ils ont le sentiment qu'on leur fait confiance et qu'ils ont des responsabilités. Et au fond, c'était ça la promesse de la tech. La promesse de la tech, c'était plus de liberté et plus d'efficacité, en même temps cher à certains. Je pense que la vraie et la finale responsabilité et la finale mesure du succès des dirigeants à l'époque de la transformation numérique, c'est précisément ça. C'est que ces outils sont capables à la fois d'enrichir les entreprises et de rendre la vie de leurs collaborateurs 10 fois plus agréable et d'en faire des gens vraiment heureux au boulot. Et ça, c'est l'essentiel. Merci à vous. Bravo, merci beaucoup Philippe Delmas. Je vous ai un peu pressé. Mais je voulais laisser, je crois qu'Étienne Jarnel, justement, voulait vous poser une question. Merci Philippe, c'était absolument passionnant. J'ai 2 mini-questions. La première, c'est faut un peu d'espoir. Quand on n'est pas leader dans un domaine que quelqu'un a pris de l'avance, les leaders restent stables. Vous avez dit, et gardent une... De plus en plus. De plus en plus. Qu'est-ce qu'il peut donner? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de secteur, il faut faire autre chose. Est-ce que c'est beaucoup plus difficile de rattraper un retard? Parce que traditionnellement, on disait, le leader, il s'endort, il devient un peu gras comme ça, il se fatigue et on va pouvoir, en étant plus agressif, le rattraper. Dans ce monde de la tech, les positions sont plus stables. Est-ce que ça veut dire que c'est un peu plus désespérant quand on n'est pas leader, qu'on a des entreprises devant? Deuxième micro-question, je les pose en même temps. À l'intérieur de l'entreprise, est-ce que cette aptitude à mettre en œuvre la tech, si elle devient le facteur clé de la productivité et du succès, est-ce que ça génère des inégalités salariales plus importantes et comment on gère ça politiquement dans un monde qui les accepte de moins en moins? Alors, sur la première question, il n'y a qu'une réponse en réalité, c'est d'être innovant. Vous n'avez aucune chance de détrôner, je garde mon exemple, vous n'avez aucune chance de détrôner Intel dans les microprocesseurs traditionnels. En revanche, par exemple, Intel a raté le virage des microprocesseurs pour les smartphones. Et c'est deux très grosses boîtes qui les ont prises. L'un, Qualcomm, qui faisait déjà des processeurs graphiques, et l'autre, Broadcom, qui est une boîte qui s'est développée là-dessus. Mais personne ne va aller chercher Intel dans son cœur de métier parce qu'ils ont une avance qui est probablement irrattrapable. Mais l'innovation vous permet largement, moins parce que les leaders s'endorment que parce que simplement il y a des nouveaux marchés ou des marchés qu'ils ne voient pas. Sur la seconde question, moi je pense que tout se tient. Il y a un truc qui est quand même très important, c'est que la dynamique salariale des entreprises, quand vous regardez aujourd'hui, elle est entièrement liée. Il y a une étude extraordinaire aux États-Unis là-dessus. Elle est entièrement liée à la dynamique de performance de l'entreprise. L'étude, alors je vous la cite parce que j'ai rarement vu un papier aussi intéressant. Il y a une équipe d'universitaires, ils ont pris la totalité des entreprises américaines. La totalité, vous imaginez la taille de l'échantillon. Et ils se sont dit, sur cette échantillon, qu'est-ce qui fait au fond la dynamique des salaires? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des écarts de salaire à ce point entre les boîtes? Et c'était à l'époque où on commençait, c'était hors finance, hein, où on commençait à avoir les salaires phénoménaux payés aux ingénieurs dans les GAFA. Et en fait, ils se sont aperçus d'un truc, c'est que la dynamique salariale reflète exactement la dynamique des entreprises. Par exemple, vous preniez les salaires les plus élevés qui croissaient de 12% par an pendant 20 ans. L'étude porte sur 20 ans. 12% par an pendant 20 ans, vous imaginez ce que ça fait. Mais sauf que le salaire moyen dans ces boîtes-là avait augmenté de 11% par an pendant la même époque. Donc il y avait un petit bonus payé parce qu'on voulait s'acheter les plus formidables talents, mais fondamentalement, la dynamique salariale d'une boîte, c'est la dynamique de performance de la boîte. J'y ajoute une chose qui est pour moi une des grandes leçons des startups auxquelles les grosses boîtes devraient réfléchir, c'est que quand même, un des éléments fondamentaux de solidarité dans les startups, que moi je trouve magnifique, c'est le fait que tout le monde participe au capital. Et au fond, les salariés d'une start-up, ils prennent les mêmes risques que le patron. D'accord, ils n'ont pas eu d'idée d'origine. D'accord, ils n'ont peut-être pas mis leur argent. Et encore, parfois, ils achètent des actions. Mais si la boîte se casse la gueule, ils se plantent comme le patron. Alors que si la boîte réussit et si le patron ne partage pas les actions, il n'y a que lui qui profite. Et je pense que pour moi, c'est vraiment ça fait partie des choses que les start-up devraient exporter à toutes les entreprises. C'est qu'il n'y a pas de raison que les salariés ne soient pas aussi des actionnaires de leur boîte, quelle que soit leur taille. C'est une vraie solidarité pour moi. Merci beaucoup, Philippe Delmas. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, s'il vous plaît.